on se retrouve pour la 5e saison. Ça y est, Ouais, ça y est. ça passe trop vite de You All Podcast. Et cette saison, on va aborder un sujet qu'on a déjà abordé dans la saison 2, si je dis pas de bêtises, mais sous un angle différent. Et donc cette saison, on va parler de santé mentale, et surtout sous l'angle de... La santé mentale, c'est politique. Exactement. Et du coup, on commence avec ce premier épisode sur... Soja tenait à vous redire bonjour après tout ce temps. Après tout ce temps. Elle est sur son nouveau canapé. Ouais, elle est super contente d'être là aujourd'hui. Elles se font plus dans le décor d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Mais par contre, c'est pas une raison pour faire tes griffes, Soja. Non, par contre, elle a décidé de faire ses griffes sur mon nouveau canapé. J'adore. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de la... En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est la psychothérapie ne réglera pas tous tes soucis. Exactement. Quel beau titre. Ouais. Ça, c'est un titre assez étonnant, au final, venant de moi qui suis psy. Oui, parce que pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être que tu peux te présenter vite fait. Pourquoi on va faire une saison entière sur la santé mentale. C'est pas sorti de out of nowhere. Parce que je suis psychologue, voilà. Pour les personnes qui me connaissent pas encore, donc moi je suis psychologue. Marie moi non. Marie n'est pas psychologue, mais justement on trouvait ça intéressant, et c'est un peu comme ça qu'on a commencé You All. On trouvait ça intéressant de pouvoir confronter nos deux postures. Et notamment sur les thématiques de santé mentale, où dans la saison 2, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez l'écouter, ça a pu donner justement des discussions vachement intéressantes avec tes questions, mes réponses, mes points de vue, tes points de vue aussi. Donc on va essayer de refaire ça aujourd'hui sous un angle un peu plus militant, où là, Marie, toi aussi, tu pourras vraiment amener ton avis, parce que Marie... Parce que Marie, je le remettais. Parce que Marie, du coup, milite beaucoup sur les réseaux sociaux, donc... je pense que ça va être cool. Ouais, ça va être chouette. Donc voilà, la thérapie ne réglera pas tous vos soucis. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase un peu étrange pour une psychologue? Déjà, je voulais un petit peu casser l'idée que peuvent avoir les gens, peut-être des psys, où les psys vont forcément prêcher pour leur paroisse à tout prix, inconditionnellement, où la thérapie peut résoudre tous les problèmes de tout le monde, etc. Honnêtement, c'est pas vrai. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des problématiques qui vont bien au-delà de ce que la thérapie peut accompagner. Et je parle notamment, par exemple, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, mais des différentes oppressions, des problématiques systémiques, des problématiques sociétales, etc., qui sont complètement en dehors de notre responsabilité individuelle, même si on a une part de responsabilité individuelle qui peut-être amener à faire évoluer ces dynamiques-là. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je subisse de l'homophobie. La thérapie pourra pas arrêter de faire exister l'homophobie. En fait, ça, c'est impossible. C'est une dynamique qui existe qui existera probablement toujours. Et donc, la thérapie ne pourra pas régler cette problématique-là que je subis, par exemple. Après, la thérapie, elle pourra accompagner autre chose. Elle pourra accompagner potentiellement les conséquences liées à des situations d'homophobie, pourquoi pas accompagner les psychotraumas, etc., etc. Mais c'est hyper important de... On la voit pas. On la voit pas. C'est hyper important. Soja dans une position très bizarre. C'est hyper important de partir un peu de cette base-là. C'est-à-dire que, en fait, je crois que le système dans lequel on vit nous pousse à penser que nos problèmes viennent d'une responsabilité individuelle, alors que la plupart, en fait, proviennent de dynamiques systémiques, quoi. Ouais, c'est pas étonnant, parce que si on était tous au courant que... En gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que si vous êtes en dépression, c'est pas à cause de vous, c'est à cause du système, du patriarcat et des hommes. Pas toujours. En gros, c'est ça l'idée, et c'est que, effectivement, il y a des problématiques qui sont pas du tout individuelles, mais qui sont absolument juste systémique et du coup dû à la société, à comment on est perçu dedans, etc., et que c'est des choses pour lesquelles on pourra personnellement rien faire à notre échelle. Et malheureusement, moi j'ai quand même la sensation que c'est les personnes qui subissent les oppressions qui vont chez les psys faire de la thérapie pour régler, du coup, comme je disais, les conséquences ou les traumas liés à ces oppressions-là, mais que les gens qui oppressent ne vont jamais faire de thérapie. Et donc, en fait, on est dans un cercle où les personnes qui sont oppressées doivent payer de la thérapie à cause de gens qui devraient, eux, aller en thérapie et qui n'y vont pas, tu vois. Ah, mais clairement. Le système va te faire payer un service qui va
enrichir le système alors que c'est le système qui est responsable de ces problèmes-là. Alors, pas tout le temps, encore une fois, évidemment, mais dans plein de cas, quoi. Et c'est pour ça que je disais que le système a aucun intérêt à ce que les gens comprennent que c'est à cause du système qu'ils vont mal, parce que sinon, en fait, t'arrêtes de payer des services, t'arrêtes de machin, t'arrêtes d'entrer dans leur engrenage, en fait, tout simplement. Et surtout, tu te rends bien compte qu'à une échelle individuelle, c'est très complexe. Et il y a un sujet aussi qui est, je trouve qu'il y a pas mal de liens avec le développement personnel aussi, où, comme tu disais, on vient nous dire tout est individuel et tu peux changer si tu le veux, et si tu changes pas, ou si genre tu vas mal, c'est parce que tu l'as choisi et que t'as pas décidé de te prendre en main ou de travailler sur toi-même ou de machin et tout. Mais en fait c'est ultra culpabilisant. Alors qu'en réalité, comme tu disais, si demain je subis du harcèlement de rue, ou je suis victime de VSS et tout, en fait, j'aurais beau être la meilleure version de moi-même, en fait, les hommes continueront de me harceler dans la rue, tu vois. Genre, ça ne changera pas cette dynamique-là, quoi. Oui, puis ça veut dire quoi, la meilleure version de moi-même ? Celle qui est mieux que celle d'hier et moins bien que celle de demain. tu vois. Alors, non pas qu'il y ait tout à jeter dans le développement personnel, mais en fait, je pense que le développement personnel, c'est devenu du marketing. En fait, c'est devenu marketing au service du capitalisme. Alors, je vous préviens, dans cet épisode, on va beaucoup taper sur la figure du capitalisme et du patriarcat. Donc, si ça fait pas partie de vos idées, malheureusement, vous pouvez débattre en commentaire avec plaisir, hein, mais... débattez correctement, pas insultez pas, quoi. Évidemment, quoi. Parce que ça y est, moi je bloque. Oui. Je bloque, je supprime. Les gens de droite, ils n'ont pas le droit à la parole. je le dis, hein. C'est moi qui gère les réseaux sociaux du compte Instagram, enfin de tous les... Bref, c'est moi qui gère les réseaux sociaux, donc vous insultez, bloquez. Bloca Facebook, bloca Instagram, bloca TikTok, bloca. J'espère que vous avez la ref, sinon vous allez la trouver ridicule. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, donc le développement personnel, c'est devenu clairement un outil marketing au service du capitalisme, parce que, en fait, on va te faire croire que tu peux tout faire, que c'est à toi de jouer, que c'est que grâce à ta volonté que tu vas pouvoir évoluer, à ton travail acharné, à ton travail acharné, etc. Donc ça c'est le penchant, on va dire, à valoriser. Puis, sauf que l'autre face de la pièce, celle qui est un peu plus dans l'ombre, c'est celle qui va te dire, du coup, si ça marche pas, c'est de ta faute. Si ça marche pas, si tu subis, j'en sais rien, des échecs, ou si tu subis des ratés ou machin, c'est de ta faute. C'est toi qui fais pas assez, c'est toi qui est pas assez motivé, c'est toi qui fais pas suffisamment bien, etc., etc. Et vous vous rendez compte déjà quand je le dis un peu de la violence de ce discours-là, qui est totalement déconnecté de la réalité, qui est qu'on vit dans un système qui ne donne pas ses chances ses chances de la même manière à tout le monde, vis-à-vis de la différence entre les privilèges que différentes personnes peuvent avoir, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, on en a déjà un petit peu parlé dans, je pense, le hors-série sur la productivité. Ouais. Un petit peu. Donc si vous l'avez pas écouté, n'hésitez pas à vous y référer aussi. Mais effectivement, on part pas tous de la même base, ça c'est une certitude. On part pas tous avec les mêmes privilèges. Et en fait, c'est lunaire de dire et de vouloir faire croire, et de croire même, que si on veut, on peut. genre non, en fait il y a des gens, ils veulent et ils peuvent pas parce que 3 milliards de choses viennent se mettre entre eux et ce qu'ils aimeraient, parce que la société a décidé que si t'étais grosse, en fait non, si t'étais noire, en fait non, si t'étais une femme, en fait non, si t'es une personne homosexuelle, en fait non, et en fait si t'es tout ça, alors certainement pas, tu vois. Ouais, complètement. Et donc de penser que des espaces comme la thérapie peuvent résoudre tous nos problèmes, c'est complètement déconnecté de la réalité, ne serait-ce que par le simple principe que tout le monde n'a pas accès à la thérapie. Déjà, et que la thérapie c'est quelque chose d'individuel alors qu'on parle de problématiques qui sont pas individuelles. Alors après, t'as des formes de thérapie qui sont plus... qui sont moins individuelles, t'as les thérapies de groupe, des choses comme ça, qui sont déjà... qui sont des espaces aussi, on va dire, plutôt chouettes pour essayer de penser, on va dire... plus en groupe, en collectif, etc., en collectif. Ouais, mais du coup, on en revient à ce truc de, dans ces groupes de parole, il va y avoir des personnes qui sont victimes de ces oppressions et jamais les personnes qui oppressent, en fait, tu vois. Donc, en fait, la réponse collective, elle va être comme dans les associations militantes, etc. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont d'accord pour dire qu'il y a une problématique, mais il n'y a jamais les gens qui sont à l'origine de cette problématique qui sont là pour travailler sur le sujet, tu vois. Bah non, tu penses bien. Donc... il n'y aurait plus de problème dans la vie, oui, si les persécuteurs et les oppresseurs
se remettre en question et aller en thérapie. Donc c'est bien effectivement, c'est toujours... Et en fait, ça, c'est vraiment, je trouve, une dynamique qu'on retrouve de partout, mais c'est toujours aux victimes de fournir les efforts, en fait. C'est toujours aux victimes de fournir les efforts, c'est toujours aux victimes, c'est toujours aux personnes oppressées, toujours aux personnes minorisées de fournir des efforts, de s'adapter, de se contraindre, etc. Pour survivre dans un système qui les oppresse. Et c'est jamais aux oppresseurs de arrêter d'oppresser. Par exemple, c'était un truc, je m'écarte un peu du sujet, ou pas, mais qui m'avait mis hors de moi, et les gens comprenaient pas trop pourquoi quand j'en discutais avec eux. C'était quand Uber, ils avaient dit oui, on a trouvé la solution pour les femmes qui se font agresser dans les Uber, on va vous mettre des chauffeurs femmes. Ok, mais quid de juste virer vos conducteurs qui agressent les femmes? Clair. Quid de créer une politique anti-agression par vos chauffeurs? Ah non, bah non, c'est juste on va du coup parquer les femmes. Bien, en plus, du coup, ça sous-entend... Alors, je prône le fait que la violence est quand même très masculine dans notre société, etc. Mais ça sous-entend le fait qu'une femme ne pourra jamais en agresser une autre aussi, tu vois. Et du coup, tu viens invisibiliser aussi les violences qui peuvent être parfois commises par des femmes, parce que oui, certaines femmes peuvent être violentes aussi, genre c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'a pas conscience de ça, hein, voilà, je le répète, parce que voilà. Et du coup, ça vient de dire, en gros, si on met une femme, c'est forcément en sécurité, parce qu'une femme, ça peut pas être violent, une femme, c'est doux. Et puis surtout, on en revient à ce truc de, hop, on regarde pas le problème, on va juste demander aux victimes de devoir s'accommoder à cette règle-là, si elles veulent se sentir plus en sécurité. Surtout que, pour le coup, moi j'habitais à Paris à cette époque-là, je peux dire il y avait 4 chauffeurs femmes dans tout Paris, donc autant te dire qu'en fait on n'a jamais eu accès à ce service-là, en fait. Bah bien sûr que non. Et donc ça voulait dire potentiellement beaucoup plus d'attentes, pas la possibilité de prendre de beurre. Donc en fait c'était que du marketing. C'est que du marketing, et c'est contraindre les personnes à devoir encore une fois soit se mettre en danger. Ouais, se mettre en danger, ou soit en pâtir, en fait. C'est-à-dire pâtir du fait qu'elles sont oppressées, et donc avoir un service moins qualitatif, avoir moins de moyens pour se sentir plus en sécurité, etc. Et pour revenir au sujet de la psychothérapie, certes, la psychothérapie, on peut considérer ça comme un outil un peu universel, dans le sens où la psychothérapie, ça s'est quand même vachement démocratisé, pas dans toutes les sociétés, pas dans toutes les cultures, parce qu'en fait, il y a clairement que dans les sociétés, là je parle de ce que je connais, mais que dans les sociétés qui ont le privilège de pouvoir s'octroyer ce luxe, c'est-à-dire qui n'ont pas d'autres problèmes plus urgents à penser, pour démocratiser des outils comme la psychothérapie. La psychothérapie, c'est loin d'être la première priorité dans certains pays, dans certaines sociétés, parce que en fait, il y a des parce qu'il y a la guerre, par exemple. Ouais, parce qu'il y a des problématiques plus urgentes et plus importantes que de proposer un service qui sera forcément payant et forcément au détriment d'une majorité de personnes qui pourront pas se le permettre, quoi. Et d'ailleurs, même dans notre société à nous, je pense que les personnes qui peuvent se permettre d'aller en thérapie régulièrement, c'est-à-dire, mettons, le rythme classique qui va être une fois toutes les 2 semaines, qui, on va dire, le rythme de croisière, je vais pas dire croisière, mais le rythme classique de la psychothérapie, même, mettons, une fois par mois, je pense que c'est une minorité de personnes, même en France, qui peut se le permettre. Et ça, on en reparlera dans un des autres épisodes, justement, de la saison, de l'accessibilité à la santé mentale, etc. Donc, on va pas trop rentrer dans ce sujet aujourd'hui, mais effectivement, oui, ça fait partie, de toute façon, une des plus grosses oppressions de notre système, c'est l'argent. Ah bah complètement. C'est la numéro 1, je crois, de notre système. Donc, effectivement. Et du coup, si la psychothérapie peut pas régler tous mes soucis, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est pas une question simple, en réalité. Je suis même pas sûre encore aujourd'hui d'avoir la réponse. Et c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant qu'on en parle aujourd'hui. C'est parce que ça ouvre un peu la réflexion, une réflexion qui va plus loin que la réponse classique des gens qui vont te dire t'es pas bien, va en thérapie, quoi, tu vois. Ça marche pas pour tout le monde et c'est pas accessible à tout le monde, et surtout, encore une fois, la thérapie peut pas régler tous les problèmes. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ben voilà. C'est une bonne question. Après pareil, on aura un épisode qui sera un petit peu plus dédié à ça, sur comment se soigner un peu dans le collectif, etc. Donc c'est pas le but de rentrer dans
trop en profondeur dans ces sujets, mais je pense qu'il y a un sujet qui est aussi de faire collectif en fait avec des gens, comme tu disais, qui vivent les mêmes choses que toi, de trouver des groupes de parole aussi parfois, etc. De penser peut-être plus collectif sur certains sujets qui sont moins individuels du coup que par exemple je sais pas mon père est mort et du coup je suis en deuil, tu vois, ça c'est très individuel et quoique en réalité il y a aussi des groupes de parole, j'imagine, pour accompagner le deuil, mais c'est des choses que tu peux réussir à régler de manière individuelle, j'imagine, plus que il y a la guerre dans le monde et ça me fout la dep, tu vois. Et du coup en même temps, enfin là ce que je veux dire, ça va prendre un petit peu à contre-pied ce que tu viens de dire. Et en même temps, je trouve que parfois, on n'a pas forcément d'autres choix. Et ça, c'est un truc dont je parle beaucoup avec les personnes que j'accompagne, parce que les personnes que j'accompagne appartiennent en grande majorité à des communautés minorisées, discriminées, etc. Et donc, c'est un sujet que j'aborde hyper souvent. Et en fait, à un moment donné, je pense que quand on subit des oppressions systémiques, quand on subit des dynamiques qui nous dépassent complètement et sur lesquelles on n'a pas de prise, bah en fait... c'est aussi important de revenir à de l'individuel. Ah oui, être égoïste un peu. En fait, et c'est aussi méga important d'accepter qu'on pourra pas sauver le monde, en fait. Qu'on pourra pas sauver le monde. En tout cas, pas juste nous seuls. Mais par contre, qu'on peut essayer de se sauver soi, quoi. Alors, je dis pas que ça veut dire qu'il faut être égoïste, penser à personne, arrêter de se battre, de militer pour des causes, etc. Ça, non. Mais pareil, on en reparlera. Il y a des limites, forcément, à l'énergie qu'on met dans les causes pour lesquelles on lutte, enfin le burn-out militant, etc. Enfin, on en reparlera. Mais une des choses qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est revenir à de l'individuel. Et pas revenir à que de l'individuel, mais revenir à de l'individuel. C'est-à-dire essayer de prendre soin de soi au sein des environnements dans lesquels vous existez, de remettre en question peut-être les environnements dans lesquels on existe, de remettre en question peut-être, j'en sais rien, notre cercle, les personnes qu'on côtoie, de remettre en question... ce qu'on fait pas, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire, en fait, de vraiment revenir à de l'individuel. Ça, j'ai l'impression que ça peut être un élément de réponse face à ça. Et alors, du coup, là, oui, un outil comme la psychothérapie peut aider à revenir à l'individuel, mais en fait, on peut aussi le faire complètement en dehors d'un espace comme la psychothérapie. On peut très bien le faire dans son quotidien, en apprenant à... plus découvrir nos besoins, nos limites, à plus comprendre qui on est, comment on fonctionne, ça va être quoi notre timing interne, c'est quoi le rapport à nos émotions, comment est-ce que... En fait, en découvrant progressivement toutes ces choses-là, on va apprendre forcément à mieux exister au sein des environnements dans lesquels on vit, on va probablement en remettre en question certains. Et donc, pourquoi pas construire des nouveaux environnements qui nous conviennent mieux, ou du moins aller vers des environnements qui nous conviennent mieux. Et c'est déjà un énorme pas vers du mieux. Ça n'effacera pas les dynamiques systémiques qui nous oppressent, etc., etc. Mais, alors peut-être que je suis trop optimiste ou un peu trop, candide, mais je crois qu'on peut réussir, à différentes échelles, à exister dans des environnements qui nous conviennent mieux. Déjà. Je n'oserais pas dire qu'ils nous conviennent bien ou qu'ils nous conviennent parfaitement bien, mais qu'ils nous conviennent mieux. Je me dis que c'est possible. Peut-être que je suis candide, hein, mais ça passe par revenir à de l'individuel. J'ai rien à dire. Du coup, moi, ce que j'aime bien poser un peu comme question aux gens de manière générale, et du coup, ça compte pas, je la pose aussi aux personnes que j'accompagne, mais en mettant que je la pose à quelqu'un qui va pas en thérapie. À moi, par exemple. À toi, par exemple. C'est pour ça que je me retourne vers toi. Du coup, puisque la psychothérapie ne règle pas, en tout cas ne peut pas régler tous nos problèmes, toi, comment est-ce que tu règles tes problèmes ? Moi, je trouve des solutions à mes problèmes. Comment je règle mes problèmes ? En fait... par exemple, tu subis des oppressions systémiques, tu subis le harcèlement, tu subis le harcèlement, tu subis la misogynie, tu subis tout un tas de choses qu'une femme peut subir, qu'une femme queer peut subir. Comment tu règles ça ? Alors, comment tu gères ça ? Oui, et en même temps, je veux quand même vachement nuancer ça, parce que en réalité, je suis quand même née avec plein de privilèges, qui sont notamment ma couleur de peau, le fait que j'ai toujours eu de l'argent,
Et le fait que malgré tout, jusqu'à mes presque 26 ans, j'ai été hétéro. Enfin, j'étais en couple hétéro, que j'aime bien dire un hétéro-passing qui est quand même assez fort, c'est-à-dire que en gros, genre tout le monde pense que je suis hétéro jusqu'à ce que je dise que je le suis pas, tu vois. Oui, mais sauf avoir des les privilèges ne vient pas laisse-moi finir. minimiser les oppressions que tu subis. Et du coup, bah en fait, je subis ces oppressions, mais je les subis vraiment genre parce qu'en fait, je suis exposée sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, mais tu le subis quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que je milite sur les réseaux sociaux que je subis ces oppressions-là. Et c'est pas genre c'est pas genre dans la rue. Enfin bon, ça m'est déjà arrivé, le harcèlement de rue, les VSS, etc., tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, demain, je vais me balader dans la rue, il y a personne qui va m'arrêter et me fracasser la gueule parce que je suis queer et que ça se voit, tu vois. Oui, mais en fait, c'est juste que tu subis de la violence, pas dans les mêmes espaces que d'autres. Oui, mais en fait, là, ce que je veux nuancer, c'est que j'ai choisi de m'exposer en connaissant les causes et que demain, si je veux, je coupe Internet. Enfin, en fait, là, quand je regarde pas mon téléphone, il se passe rien, tu vois. C'est dans un espace que je choisis d'ouvrir à des moments où je choisis de l'ouvrir, etc. Ouais, etc. Mais je dis pas que je le subis pas, je dis juste que contrairement à d'autres personnes, c'est quand même on va dire que c'est moi qui choisis l'exposition à ces oppressions. Et je sais exactement, si je veux avoir moins de haine en ligne, etc., bah demain, en fait, je vais poster que du contenu lifestyle pendant 3 semaines et je vais avoir 0 commentaire, 0 machin, 0 truc, tu vois. Donc je peux choisir en fait de limiter ces oppressions à ma convenance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et ça, c'est quand même aussi un privilège. Non, mais bien sûr. Mais en fait, c'est pas une question. Enfin, je suis pas trop d'accord sur le fait que ce soit une question de choisir ou pas choisir, dans le sens où c'est pas parce que tu t'exposes sur un espace que ça veut dire que tu dois y vivre des violences. Ah, mais j'ai pas dit ça. Et en fait, tout comme je pourrais dire, bah d'accord, dans ce cas-là, on peut dire que les gens qui vont dans la rue, ils choisissent d'aller dans la rue pour sortir. Non, mais d'accord, ils ont pas le choix. Non, mais tu vois ce que. Non, mais si je pousse le truc plus loin. Je suis d'accord, mais en fait, là où on n'est pas d'accord, là, actuellement, c'est que, genre, je dis pas que ce que je vis, c'est ok et que c'est normal et que machin tout, je le normalise pas. Je dis juste que, pour moi, c'est quand même un petit peu différent que d'être par exemple je sais pas genre je prends l'exemple là d'Harmonie, tu vois, de ce qui s'est passé dernièrement, d'être une personne grosse et de subir de la grossophobie genre random comme ça, sans que j'ai rien demandé, dans un cadre privé, enfin tu vois, c'est quand même complètement différent de ça pour moi, genre. Oui, c'est différent. Après je pense que bien sûr que les oppressions elles se hiérarchisent d'une certaine façon sous le prisme peut-être des privilèges qu'on a ou qu'on n'a pas, etc. Mais en fait, là, c'est pas le sujet. En fait, c'est juste toi, comment est-ce que tu... Oui, mais en fait, je voulais quand même juste nuancer ça avant de répondre à la question, genre, parce que je trouve ça important. Je suis pas la plus à plaindre dans le système. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est... En fait, et tout le temps, les gens en thérapie me disent oui, mais il y a pire que moi. Ok, il te manque 2 bras de jambes, il y a quelqu'un qui va lui manquer 2 bras de jambes et son estomac. Non, mais il y aura toujours pire, tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de clarifier quand même ce truc-là, parce que pour moi, ça fait aussi partie du fait de pourquoi j'arrive aussi à régler mes problèmes un peu toute seule et tout. C'est parce que je considère que genre ça va, tu vois, genre je suis pas... Je suis pas d'accord. Bah, ne sois pas d'accord, écoute. Ouais, je suis pas... En fait, en soi, j'entends, et je comprends que, vu que t'as un profil qui est quand même très rationnel, etc., je comprends que dans ton prisme, ça t'aide, mais je pense que pour beaucoup de gens, ce genre de discours, et en fait le discours encore une fois il est pas fondamentalement mauvais, il se tient, mais en fait t'as beaucoup de personnes qui vont adopter ce genre de discours, qui sont des profils peut-être moins rationnels, mais en fait ça va juste les amener à minimiser leur vécu. Oui, je suis d'accord, mais là c'est ce que je suis en train de te dire, je minimise pas. Donc ce que je veux dire, c'est que les hommes sur internet qui m'insultent, je les emmerde, tu vois, et je minimise pas ce qu'ils me disent, etc. Je dis juste que en fait, je minimise pas en disant qu'il y a pire que moi. C'est juste que je voulais clarifier ma situation et mon positionnement et mon contexte avant de répondre à ta question. Mais du coup, ça fait 20 minutes que j'essaie de répondre à ta question et que tu m'as pas laissé répondre. Ouais, mais du coup, je trouve ça intéressant, au final. Donc, c'était quoi ta question ? Même toi, t'as oublié. Non ? Comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer ces problématiques-là ? Ah oui, bah je coupe Internet. Voilà. Après, ça te travaille quand même quand tu coupes Internet. Bah, oui, mais après, genre dans ma journée, je suis pas là toute la journée à penser à Michel 22 avec une photo de son poisson et de sa carpe qu'il essaye d'embrasser sur la bouche, qui m'a dit les femmes à la cuisine, tu vois. Genre, Bah oui.
Et en même temps, tu peux avoir des sujets, par exemple, je me souviens récemment d'un sujet où tu m'en as parlé non-stop pendant une semaine, quoi. De quoi ? Le truc des vieux, là. Et même quand tu coupais ton téléphone. Ah oui, mais là, alors là, c'était différent parce que c'était pas des. La plupart des personnes qui m'avaient écrit, c'était pas des mecs. Hein. Ouais, mais. C'était des gens. Oui, non, bien sûr. Mais en fait, là, je parle pas forcément du fait que ce soit. Enfin, ça peut être. En fait, comme tu dis, les comportements voilà, sur Internet, violents, etc., ils viennent pas forcément. Enfin, ils peuvent venir de plein de gens différents. Mais du coup, j'ai vu à quel point ça t'avait travaillé. Oui, mais en fait, je pense que. Alors, la différence, c'est que ce sujet-là, il m'a pas travaillé parce qu'il y a des gens qui m'insultaient ou quoi. Ça m'a travaillé parce que, du coup. Je réflexionnais sur mon positionnement sur le sujet. En mode, en fait, vu que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient pas en accord avec ce que je disais ou qui m'ont dit des choses sur lesquelles moi j'étais pas d'accord avec eux, etc. Bah, en fait, j'avais besoin d'en discuter pour étayer entre guillemets ma pensée sur le sujet, voir ce que toi t'en pensais, comment toi tu te positionnais, avoir des discussions, peut-être des débats aussi là-dessus, etc. Pour que moi je puisse me dire ah, ok, ce que je dis c'est pas de la merde et je suis en accord avec ce que j'ai dit et je le maintiens et je l'étaye mon propos, etc. Tu vois, c'était plus ça que parce que j'ai reçu une vague de haine ou un machin ou un truc, tu vois. Ouais, je vois. Donc, mais du coup, ça montre que malgré tout, il y a des choses qui peuvent aussi te travailler. Ah, t'as envie que je dise que je vais mal, hein ? Non, pas du tout. Mais ça va, hein. Non, je dis juste que à des moments, j'imagine qu'il doit quand même y avoir des trucs qui te travaillent, même quand tu coupes ton téléphone. Non, mais bien sûr. Mais évidemment, quand je me fais traiter de pute toute la journée. Mais qu'est-ce que tu fais, du coup ? Je fais rien, il y a rien à faire. Je bloque, je supprime, je leur fais des gros doigts comme ça. Je prends leur tête en photo et je leur envoie une photo en leur montrant qu'ils sont moches comme mes poils de cul. En fait, il y a rien à faire. Les plateformes, elles s'en foutent. Je peux même pas porter plainte parce que tout le monde s'en fout. La seule chose que je peux faire, c'est les bloquer, leur répondre en leur disant d'aller se faire foutre et voilà, et c'est tout en fait. Je peux rien faire de plus. Donc en fait il faut juste, enfin moi c'est pour ça que je te dis, je choisis tous les jours de m'exposer à ça, et si j'ai envie, en fait, si vraiment ça me posait une problématique vraiment profonde, etc., bah en fait juste j'arrête, quoi, tu vois. Et donc ça m'amène au point où je voulais en venir, merci, c'est l'impuissance. Ah oui. C'est que sur les dynamiques, justement, celles qui sont vraiment plus grandes que nous, sur les questions d'oppression systémique, etc., il y a quand même un endroit où il y a vraiment de l'impuissance qu'on a du mal à dépasser, quoi. Ah, bah bien sûr. Ah, mais en fait, tous les jours, quand je regarde mes messages, machin, je me dis, mais en fait, ça ne changera jamais. Genre. Et évidemment que je me sens impuissante, mais après, en fait, déjà, il y a un sujet qui est si j'arrête, ça veut dire qu'ils ont gagné. Et alors là. Et elle est mauvaise joueuse, ouais. Donc bon. Je déteste perdre, donc en fait, voilà, il va falloir y aller, quoi. Et en fait, il y a 3 sujets. Il y a celui-là, il y a celui que malgré tout, j'ai des personnes qui m'écrivent pour me dire que elles prennent conscience de certaines choses, que ça leur permet d'avoir des discussions avec leurs entourages, etc., etc. Et pour moi, déjà, c'est une victoire plus que grande, tu vois. Ouais. Et après, il y a un 3e sujet, c'est mon taf, en fait. Voilà. C'est une partie de mon taf et ça paye mon loyer. Donc, alors après, on va crier au white feminism que j'instrumentalise la lutte pour faire ma thune et tout, mais franchement, on m'en bat les couilles. Vous savez quoi, au bout d'un moment, vu toute la haine que je prends, moi, je suis bien contente de faire de l'argent dessus. Donc, c'est aussi. Mais ça, je pense que j'en ferai peut-être un épisode de podcast d'ailleurs, un épisode solo. Mais du coup, c'est aussi une partie de mon taf. Donc, en fait. J'accepte que mon taf, il y ait des inconvénients. Et puis en fait, tu te fais pas de la thune sur les luttes. Tu subis de la violence en ligne constamment, et tu proposes du contenu militant gratuit. Donc c'est quand même un juste retour que de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Après, il y a plein de féministes qui te diront que non, c'est pas normal. Qu'à partir du moment où tu te fais de la thune grâce à tes réseaux sociaux de militante, c'est qu'il y a un côté capitaliste et tout, ce qui est très vrai, mais j'ai besoin de payer mon loyer à la fin du mois. C'est un positionnement, et je pense que... à un moment donné, si je veux produire du contenu tous les jours, parce que je sors entre une vidéo par jour sur Instagram et 2 vidéos par jour sur TikTok, je peux pas le faire gratuitement, c'est pas possible. Ou alors il faut que quelqu'un, je vous mets mon PayPal quelque part, mais il faut que quelqu'un finance en fait ce contenu-là. Donc bref, moi je suis très alignée avec ça, de toute façon. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est ces 3 sujets-là. C'est effectivement, oui, il y a l'impuissance, mais en fait, si à un moment donné ça va pas, je m'arrêterai. Mais j'ai pas envie de perdre, donc voilà. C'est une mauvaise perdante en plus, donc. Et il y a les 2 sujets de en fait ça aide quand même certaines personnes à avoir des prises de conscience, et en même temps c'est mon taf, donc.
Et qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets, contre l'impuissance? Alors, c'est une bonne question, la belle. Je pense que personne n'a la réponse à cette question. Ouais. La preuve, la moitié des militants et militantes font des burn-out, c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'en fait on n'a pas la solution à cette impuissance. Enfin, moi j'ai la solution, il faut prendre les armes et aller brûler l'Elysée, mais après, si je suis toute seule à y aller, ça risque de pas marcher, quoi. Non. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience. En fait, pour moi c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience vraiment généralisée, parce que militer sur les réseaux c'est très sympa, hein. Mais en fait, ça change pas la face du monde. La seule chose que tu reçois, c'est de la haine en ligne, etc. Mais Macron, il s'en bat les couilles de mes petites vidéos sur TikTok, tu vois. Le gouvernement s'en fout. Trump, il s'en fout de tous les militants aux États-Unis, etc. Tu vois. À un moment donné, si on veut que les choses elles changent, il va falloir. Enfin, je suis désolée, hein, parce que ça va être très direct ce que je veux dire, mais il va falloir qu'on soit violent en fait. Comme dans toutes les révolutions qu'il y a pu y avoir, comme dans tous les changements vraiment sociétaux majeurs, etc. Ça s'est pas fait en écrivant une jolie lettre à Emmanuel Macron en lui disant trop mignon avec Brigitte, vous faites un trop beau couple, STP, enfin non, tu vois, en plus ils sont trop chum les deux là. Mais tu vois, ça s'est pas fait comme ça en fait. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience généralisée et qu'il y ait des actions dans la vraie vie, pas que sur les réseaux sociaux, tu vois. Et je suis la première à le dire, alors que je suis pas forcément. Enfin, on en a déjà discuté nous en off, mais en fait, moi, j'ai pas le temps de beaucoup militer dans la vraie vie parce que je le fais déjà toute la journée sur les réseaux sociaux. Et c'est un truc où je suis assez alignée sur le fait de dire que ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est très bien pour faire des prises de conscience, mais en fait, ça suffit pas. Et c'est pas ça qui va changer, qui va faire changer quelque chose. Et que si le système doit changer, si l'État doit si tout ça doit changer, c'est que ça va se faire dans la vraie vie avec de la violence dans la vraie vie, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que, on va dire, un premier pas vers le travail autour de notre impuissance, il va se trouver en fait dans un juste équilibre entre revenir à de l'individuel et nourrir le collectif. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le collectif sans prendre soin de leur individuel. Et en fait, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Et parce que on vient aussi nous dire que le collectif répare, etc. Et alors, oui, mais ça a ses limites. Pas au détriment de ses limites individuelles, en fait, tout simplement. Mais sauf que si nos limites individuelles, on les connaît pas, si nos besoins, on les connaît pas vraiment, si on a du mal à distinguer nos envies des attentes de la société, etc., en fait, on va se perdre dans le collectif, et c'est ce qui arrive avec les burn-out militants, avec les conflits intracommunautaires, etc., qui sont de plus en plus nombreux, j'ai l'impression. Donc trouver ce juste équilibre entre nourrir et renforcer son individuel et ensuite le mettre au service du collectif à notre échelle, en fait. Enfin, ou du moins à l'échelle qu'on peut mettre, on va dire, en soi. Parce que une personne va être peut-être à même de s'investir dans une asso de quartier, tandis qu'une autre va peut-être être à même de s'investir dans un projet à envergure nationale, par exemple. Et ça dépend de notre niveau d'énergie et de notre temps et de nos moyens, quoi. Donc, j'ai quand même l'impression que ça passe à un moment donné par le fait de revenir à essayer, du moins, de se recentrer vers soi individuellement, même si ça aussi, c'est un truc parfois qui est pas à la portée de tout le monde, ou du moins pas de la même façon. Parce que oui, prendre soin de soi individuellement, ça peut paraître être un truc aussi un peu de privilégié, quoi. Et ça l'est, je pense, de plein de façons. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi, comment on fait, etc. Enfin, c'est tellement vaste, en fait, au final. En tout cas, je pense que d'essayer de commencer à un peu plus questionner nos limites, essayer, dans le contexte, encore une fois, dans lequel on vit, avec les moyens qu'on a, de les nommer, essayer de voir celles qu'on peut réussir à essayer de faire respecter, celles qu'on peut pas faire respecter parce qu'on vit dans un environnement qui peut-être nous met en danger sur ces questions-là. Demander de l'aide d'une façon ou d'une autre, pas forcément à travers la psychothérapie parce que c'est pas toujours possible, mais essayer d'avoir des repères ou de construire des repères à notre échelle, quoi. C'est bien plus facile à entendre qu'à appliquer. Et je pense qu'on en parlera un peu plus dans un autre épisode. Mais il y a des personnes qui iront dire que le collectif va soigner leur individuel, et d'autres qui vous diront que c'est d'abord l'individuel et ensuite au service du collectif. Je pense que ça dépend des fonctionnements, mais je pense qu'à un moment donné,
quand on va pas bien, quand on passe son temps à subir des oppressions qui nous dépassent, des dynamiques systémiques qui nous violentent. Faire communauté, c'est important, et revenir à soi, à un moment donné, c'est, je trouve, encore plus important. Et toujours ensuite, en faisant communauté, tout en continuant à faire communauté, quoi. Ça, c'est pas, les deux sont conciliables. Mais ça reste encore un axe de réflexion que j'ai encore, et je pense que on n'a pas toutes les réponses et on les aura pas. Arrête. Et on les aura pas on les trouvera pas aujourd'hui dans cet épisode. À part si vous les avez et que vous pouvez les mettre si en vous commentaire. Les avez, dites-les nous en commentaire, ça nous intéresse. En tout cas, si vous avez d'autres éléments de réflexion, ça nous intéresse toujours. Et du coup, la conclusion de cet épisode, c'est la thérapie ne réglera pas tous vos soucis. Brûler l'Elysée, oui. Mais le faites pas tout seul, sinon vous allez avoir des problèmes. Et dites pas que c'est nous qui vous a. Mais le faites pas tout seul, et dites pas que c'est nous parce que la flemme d'aller en prison. Donc ça ouvre effectivement tout un tas de questions. Je pense qu'on va continuer d'élargir ça dans les autres épisodes de la saison, en espérant que ce soit pas trop fouillis, parce qu'au final, les épisodes, ils sont quand même assez interconnectés les uns aux autres. Ouais. Mais en tout cas, ça nous paraissait vraiment important de débroussailler, on va dire, un peu cette thématique-là, parce Exactement. que oui... tout comme tout le reste, la santé mentale, c'est politique. Ouais, c'est politique, en fait. Et ça, on peut plus passer à côté de ça. Exactement. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour le prochain épisode de cette 5e saison. Mais cette année, il y a cette année scolaire, parce qu'on est très des gens de l'année scolaire avec Isaline. Ouais, pas cette année d'ailleurs. Scolaire, on a une petite nouveauté. C'est que vous allez... Bah oui. Oui, c'est vrai. C'est que vous allez pouvoir retrouver entre les épisodes de la saison. J'espère que ça va être clair ce qu'on va vous raconter. Donc vous allez avoir un petit épisode. Vous allez avoir un épisode de la saison toutes les 2 semaines. Ouais. Ok, le lundi à 8h, comme d'hab. Donc un lundi sur 2 à 8h. Et un lundi sur 2 au milieu de ces lundis sur 2 là. Donc entre chaque épisode de la saison, vous allez pouvoir avoir un petit épisode. Je sais pas si on leur donnera peut-être un petit nom. Ouais. Mini You-All ou un truc comme ça. Ouais. Qui sera un épisode d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes max. Ouais. En épisode solo. Donc pour cette saison, qui est la saison de la santé mentale, ce sera que des épisodes d'Isaline, puisque c'est elle la psy. Ouais, je suis une vraie pipelette en plus. Voilà. Et pour les prochaines saisons, du coup, si ça vous plaît ce format court, on le continuera et on fera du coup 1 fois sur 2 un épisode avec moi, un épisode avec Isaline. Ouais. Donc en gros, pour résumer, épisode de la saison, petit épisode de la saison, petit épisode de la saison, petit épisode. Exactement, voilà. C'est pour vous faire patienter entre 2 épisodes de la saison et vous permettre d'avoir des formats... tous les lundis au final. Exactement, d'avoir You-All tous les lundis avec des formats aussi un peu plus courts, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui aiment bien les formats courts, et nous c'est des formats qui sont vraiment chouettes à faire et qui nous permettent d'aborder des sujets pour lesquels on n'aurait peut-être pas 40, 45 minutes, 1 heure à discuter. Mais on trouvait ça chouette de vous proposer aussi ce genre de format. On espère que ça vous plaira. Donc rendez-vous tous les lundis 8h finalement. Bah ouais, tous les lundis 8h pour différents épisodes du Hall. Voilà. On a trop hâte. Du coup, à lundi prochain pour le premier mini-épisode. Ce sera moi, du coup, en solo. Bye. Bye.